Qui eût dit que la Tunisie, même sous la férule d'Ennahda, puisse être un théâtre d'opérations propices aux menées djihadistes? La majorité parlementaire est certes d'essence islamiste, mais l'opposition laïque y est aguerrie et remporte parfois des succès dans la lutte contre l'islamisation notoire ou rampante de la société. Pourtant, on ne peut que constater l'aggravation des affrontements armés qui ont lieu le long de la frontière algérienne entre djihadistes et troupes régulières tunisiennes. Celle-ci parle d'une opération de ratissage, mais il semble bien que ce soient les combats les plus acharnés depuis 2006-2007, période où des islamistes avaient pris les armes contre le régime de Ben Ali, qui pouvait ainsi justifier le verrouillage politique du pays. Aujourd'hui, Ennahda reconnaît lui-même qu'il a laissé prospérer par négligence les mosquées aux prêches les plus imprécatoires. Avant que nous n'entrions dans le débat avec nos invités, voici d'ailleurs un rappel en images des faits les plus récents. Des gardes nationaux emmenés d'urgence à l'hôpital. Ils viennent d'être touchés par l'explosion d'engins artisanaux. Ce soldat a perdu un œil. Quand je suis arrivé au sommet de la montagne, un de mes collègues a marché sur une mine. Elle a explosé, j'étais juste derrière lui. Notre mission était de sécuriser la zone, mais un premier soldat a été touché par l'explosion d'une mine. Et alors que nous sommes restés sur place pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'autre explosion, à mon tour, j'ai été victime d'une mine. Des mines disséminées ces dernières semaines par des membres d'un groupe radical. La garde nationale et désormais l'armée tentent de localiser ces engins et de les faire exploser. Ce groupe serait proche d'Al-Qaïda, formé de combattants tunisiens, libyens ou encore algériens, parfois de retour du Mali. Selon des services de renseignement, il chercherait à s'installer dans les montagnes de Chambi, une région proche de la frontière algérienne, parsemée de grottes. Depuis décembre 2012, on a commencé à découvrir de premiers éléments de groupes terroristes. On en a arrêté certains, présentés devant un juge, des individus qui nous ont fourni des renseignements pour localiser d'autres membres du groupe. Mardi, le chef du gouvernement tunisien a convoqué un conseil des ministres extraordinaire dans le but de renforcer le dispositif sécuritaire du pays et notamment d'augmenter les capacités des agents de sécurité à faire face à la menace terroriste. Voilà pour les faits. Laissez-moi vous présenter nos invités avec à ma droite Martine Gosselin, qui est rédactrice en chef au magazine hebdomadaire français Marianne et qui est l'auteur de Maghreb, les révolutions trahies aux éditions de l'Archipel. À ma gauche, Mezri Haddad, ancien ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO, qui est également philosophe et écrivain. Ensuite, Adel El-Tifi, chargé de cours à Paris 3 en histoire contemporaine du monde arabe. Alors, Madame, Messieurs, la première question évidemment qui s'impose, c'est de savoir qui sont ces djihadistes. Sont-ils simplement en transit par la Tunisie en visant d'autres pays comme la Libye ou le Mali, ou bien sont-ils spécifiquement focalisés sur le pouvoir tunisien? Allez-y, je vous en prie. Je pense que c'est au début. En fait, tout le monde pensait que c'était des groupes nomades qui transitaient avec ce qu'on peut appeler un djihad externe. Ça veut dire contre les infidèles ou contre d'autres pays parce qu'ils considéraient que la Tunisie n'est pas une terre de djihad. C'est une terre de prêche, c'est ce qu'ils disaient. Alors que pas mal de journalistes, pas mal d'activistes donc de la société civile tunisienne, pas mal de partis politiques de l'opposition tunisienne ont mis en garde au gouvernement, surtout après les résultats, après les élections du 23 octobre, que ces groupes n'ont pas vraiment l'intention de faire le djihad hors des terres tunisiennes, mais c'est plutôt la Tunisie qui est concernée à court terme. D'ailleurs, il y a tout un circuit donc, de violence qui a commencé par ce qu'on voit des agressions contre les partis qui s'opposent au parti de Ennahda. On a vu les agressions contre l'Union générale des travailleurs tunisiens. On a vu des assassinats politiques et c'était toujours presque les mêmes groupes, les mêmes jeunes qui sont influencés par les prêches islamistes. Donc et par c'est le un discours djihadisme interne à la Tunisie. Maintenant, ce qu'on voit, par exemple, ce qui se passe avant, c'est ce que le gouvernement n'a pas voulu reconnaître en fait avant. Maintenant, avec ce qui se passe à Chaamb, et d'ailleurs il y a 2 mois, on sait qu'ils ont des camps d'entraînement. Les camps d'entraînement, ce qui est visé, c'est pas l'Algérie à côté, c'est pas le Mali parce que c'est loin, mais c'est la Tunisie. D'ailleurs, la plus grave découverte, c'était tout un stock d'armes
à Tunis, dans la banlieue nord de Tunis, Al-Mnihla, et c'était un stock énorme. C'était des armes de guerre, des lance-roquettes, ce que les Tunisiens n'ont jamais vu. Alors, une question pour... Je voudrais juste quand même intervenir, parce qu'à Marianne, il y a un peu moins d'un an, et donc, avant l'attaque contre l'ambassade américaine, nous avons donné un reportage affirmant et prouvant qu'il y avait des camps d'entraînement djihadistes en Tunisie. Alors, il y a eu des démentis outrés des représentants de Narda, enfin du pouvoir algérien, tunisien, pardonnez-moi pour ce lapsus, c'est la situation qui fait que ma langue a fourché, y compris de la Troïka. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression de découvrir la lune monstrueuse djihadiste. Mais on sait que le djihad, il est présent. C'est lui, ces djihadistes ont été libérés et on les a laissés se répandre dans le pays tout entier. Et avec exactement la découverte des arsenaux que monsieur évoquait, et prendre sous leur contrôle des villages entiers, des régions. On avait également dénoncé, comme nos confrères tunisiens du quotidien arabophone Le Maghreb, la mainmise des djihadistes sur Sejnen, qui est une petite ville qui avait été entièrement transformée en émirat. Alors, avec la charia. Justement, ça pose une autre question. Mesri Haddad, pourquoi les djihadistes considèrent que la Tunisie est une terre de conquête, alors même que le parti au pouvoir n'est finalement pas très éloigné d'eux sur le plan idéologique? Oui. Puisque Martine a cité Marianne, à juste titre, il y a une année, je voudrais aussi dire que dans mon livre que vous avez eu l'obligeance de présenter, la face cachée de la révolution tunisienne. Oui, j'avais, disons, en termes de prospective, n'est-ce pas, et non pas en termes de prophétie apocalyptique. J'aurais ardemment souhaité, d'ailleurs, n'avoir pas eu raison aujourd'hui, a posteriori, mais tout cela était conjecturable. Il faut se mettre cela dans les esprits. C'est-à-dire que dès janvier 2011, alors moi, je ne fais pas de distinction, même si on a tendance, lorsqu'on a du mal à analyser avec la rationalité occidentale des phénomènes qui échappent à la rationalité, justement, qu'est-ce qu'on fait ? Je parle escalité un peu en tant qu'apprenti philosophe, disant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On invente des concepts. Salafiste, djihadiste, islamiste, islamiste modéré, islamiste extrémiste. Maintenant, on parle d'auto-radicalisé, Martine, n'est-ce pas? Auto-radicalisé en ce qui concerne les attentats à Boston et au Canada. Moi, je parle en termes de sciences politiques et de philosophie politique. Il y a un concept mère clé qui s'appelle l'islamisme. L'islamisme, c'est-à-dire la confusion totale du religieux et du politique. Mais pourquoi ces deux parties de l'islamisme s'affrontent-elles en Tunisie, justement, maintenant, il y a des raisons objectives. D'abord, il y a des raisons qui sont endogènes, en effet. C'est-à-dire intramuros, ce sont des Tunisiens. Il y a aussi des causes exogènes. La crise au Mali, le nettoyage des islamo-fascistes au Mali. J'avais rendu hommage au président Hollande il y a quelques jours pour dire que la guerre au Mali est parfaitement légitime et qu'il ne faut pas laisser se métastaser ce cancer islamiste dans toute la région, parce que le cancer ne menaçait pas seulement le Mali, mais de Bamako jusqu'à Dakar, c'est toute l'Afrique qui était menacée. Alors, en Tunisie, que s'est-il passé? Dès janvier 2011, Martine vient de le dire, on s'est empressé à libérer des personnes qu'on considérait à l'époque, par populisme et par démagogie, à l'époque, c'est-à-dire au moment de l'euphorie et du romantisme pseudo-révolutionnaire, alors on a dit, mais les prisons sont pleines de prisonniers politiques.
le ministre de l'Intérieur a dit, ben non, on a vu, justement, je suis désolé, mais elles ne sont pas pleines, justement. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste justement des éléments très dangereux, c'est-à-dire ceux dont vous avez parlé dans votre présentation, ceux qui étaient impliqués à Soliman en 2006, donc contre déjà l'armée tunisienne. Ceux-là, on les a libérés. Ensuite, on a aujourd'hui, pour ne pas prendre beaucoup de temps de parole, aujourd'hui, il y a 25 500 criminels qui sont dans la nature. Alors, criminel, attendez, criminel au sens où l'entendait le régime de Ben Ali. Ah non, 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 c'est pas ça. Non, non. Le régime de Ben Ali, vous savez, maintenant, il est soumis, comme la Tunisie est soumise aux caprices de l'histoire, Ben Ali est soumis au tribunal de l'histoire, comme disait Hegel, bon, n'est-ce pas? alors, il est soumis à ce tribunal-là. Qu'est-ce que je vous dis? Oui. Je vous dis très simplement, ces 25 500 sont à la fois des criminels de droit commun, sont à la fois des djihadistes qui ont pris les armes contre l'armée tunisienne déjà à l'époque. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéré par tranche. C'était déjà l'ancien ministre de la Révolution qui a libéré le Premier ministre de l'Intérieur, qui a libéré donc ceux dont on voulait la libération, les milieux des droits de l'homme et la gauche tunisienne, n'est-ce pas? Et par la suite, le président très provisoire, M. Marzouki, s'est amusé, comme il n'avait rien à faire par ailleurs. Alors tout ce qu'il avait à faire, c'est de signer sur des listes, comme ça, tous les 3 mois, pour libérer d'autres prisonniers. Je crois qu'il faut revenir. Martine Gosselin, sur la composition de ces groupes, oui. Est-ce que c'est vraiment une composition strictement tunisienne ou est-ce qu'il y a là la patte, la griffe d'AQMI avec des membres, par exemple, algériens anciens du GSPC? Est-ce qu'on peut considérer cela, tout en n'oubliant pas, comme vous l'avez dit, qu'il y a là quand même une affaire intra-tunisienne? Oui, non, mais c'est une affaire, la majorité sont tunisiens. Mais la majorité ont transité par toutes sortes d'abord, c'est vrai que la majorité ont été libérés à ce moment-là, effectivement dans l'euphorie post-révolutionnaire, mais il y a toujours eu des liens entre, bien sûr, avec AQMI, il y a toujours eu des liens aussi avec le Ansar al-Sharia malien. C'est-à-dire qu'on a vu très bien le 14 septembre 2012, lors de l'invraisemblable attaque de l'ambassade américaine, parce que les renforts de gendarmerie ne sont arrivés que trop tard, parce que, me confie un porte-parole 2 mois après, à cause des embouteillages. Donc il y a eu, il y a cette composition effectivement tunisienne, mais il y a quelque chose quand même qui est très important à souligner ici et qui explique la tragédie, parce que je pense que c'est vraiment une tragédie qui est en train de se dérouler au Djebel Chambi, c'est une des facettes de la façon dont on terrorise ce pays. Il y a eu l'ambiguïté du pouvoir d'Ennahda, l'ambiguïté terrible. Alors, on va y revenir. J'aimerais qu'on aille directement à Tunis, où nous attend Mokhtar Ben Nasser, qui est porte-parole du ministère de la Défense. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Ben Nasser? Oui, je vous entends bien. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est si les opérations en cours qui sont dans le Djebel Chambi et dans la région du Kef sont des opérations de ratissage simplement ou bien des combats en bonne et due forme? Donc les opérations, maintenant, c'est la 4e journée successive où des opérations de ratissage se déroulent dans cette zone-là, suite à des informations, à des renseignements bien précis. Donc on a eu des informations qu'il y a dans cette zone-là des gens qui se cachent, des gens qui ont des cachettes, qui ont disons, les moyens de survivre sur le terrain. Et quand même, il y a ces renseignements-là, ils ont donné qu'une opération de ratissage de grande envergure a été entamée le lundi matin. Est-ce que il n'y a pas d'accrochage avec quiconque. Est-ce que votre but est simplement de désarmer ou de déminer le terrain, ou bien de capturer les membres de ces organisations ou de cette organisation?
Donc l'objectif, les deux à la fois, donc, pour ratisser le terrain, pour voir ce qui se cache dans ces forêts-là, et s'il y a des gens donc, qui s'y manifestent, ils vont quand même être capturés ou traités. Mais hier, toute la journée, on a procédé à un ratissage par le feu pour pouvoir donc, déceler s'il y a des engins, s'il y a des explosifs, et s'il y a des pièges. Et toute la journée, donc, on n'a pas eu donc de gens en face qui ont riposté. Jusqu'à maintenant, donc, il y a la mission qui continue, mais il n'y a pas de riposte. Adel Latifi, on disait tout à l'heure, il y a des camps d'entraînement en Tunisie. Depuis quand le pouvoir tunisien est-il au courant de ce fait ? En fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'était des journalistes. Ils n'ont pas cessé de le dire, mais on les a traités de tous les noms. Ça existait, mais il y a, je ne sais pas, est-ce que c'est un certain laxisme, un déni de la réalité à cause de ce rapprochement idéologique, effectivement. Mais il y avait d'ailleurs ce qui se passe au Chambi, je confirme, bon, c'est monsieur à Tunis qui l'a confirmé, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'accrochage. Même il y a 2 mois à Bouchibka, juste à côté de Chambi, il n'y avait pas des accrochages. C'est des camps qui se sont installés et qui ont miné apparemment les alentours. Mais il n'y avait pas d'accrochage. Mais on ne va pas les laisser, bien sûr, aller à l'acte. Il y a ces camps, il y a aussi les journalistes tunisiens, on parlait beaucoup aussi d'autres camps dans le sud de la Tunisie. C'est pas encore confirmé, je ne peux pas le dire, mais là, la confirmation, c'est surtout à Jbal al-Sham, ça existe. Mais je voudrais aussi juste nuancer autre chose par rapport à la révolution et tout. Il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai que ça remonte à 2006. Il faut savoir aussi qu'il y avait d'autres Tunisiens avant la Révolution qui ont été impliqués, par exemple, dans l'assassinat de Cheikh Massoud. Il y a aussi des Tunisiens qui ont été impliqués dans les explosions meurtrières en Irak. Et ça continue. Il faut savoir aussi, il ne faut pas, comme peut-être le disait M. Mezri Haddad, porter le tort à la Révolution tunisienne, parce que c'est une société qui se reconstruit. Après la Révolution en Tunisie, on assiste à la chute d'un régime et à l'affaiblissement de l'État, et ces gens-là, c'est vrai, ont exploité ce contexte pour se montrer. Il y a un affaiblissement de l'État suite à la chute du régime. Mais ça n'épargne pas la responsabilité, je pense, de la Troïka et surtout de NAV. Et cette implication, on l'a vu clairement lors des événements de l'ambassade américaine. Comment ça se fait que durant 3 kilomètres, des gens qui partaient de Jama al-Fatah, de la mosquée Al-Fatah au centre de Tunis, qui allaient comme ça, sans aucun contrôle, y arrivent après 3 ou 4 kilomètres à l'ambassade américaine. Ça, c'est un message comme si on les encourage. On va faire juste une petite pause et on va revenir précisément dans la deuxième partie de ce débat sur les responsabilités gouvernementales et sur ce que révèlent ces faits de la situation à la frontière algérienne. Ne quittez pas, ne partez pas, c'est dans quelques instants.